Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver sur mon canal pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour la deuxième fois, je vais répondre aux questions les plus complexes qui m'ont été posées dans les commentaires sous les vidéos précédentes. Mais vu que il y a beaucoup de questions et que j'ai pas l'intention de faire une vidéo d'une demi-heure comme celle de la dernière fois, je vais faire plusieurs vidéos pour pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, comme d'habitude, il est encore nécessaire de préciser que les réponses que je donne aux questions que vous m'avez posées se basent sur ma propre expérience et elles sont donc à entendre avec l'oreille du sceptique et à prendre avec des pincettes. Alors, je voulais aussi m'excuser si j'ai mis plusieurs mois avant de faire cette même vidéo. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, commençons tout de suite. Alors, la première question est de M-Mag. Et elle a été posée sous la vidéo qui s'intitule « Je réponds à vos questions numéro 1 ». Alors, en réalité, elle m'en a posé deux. Donc, les questions sont les suivantes. Comment faire la différence entre nos projections mentales, c'est-à-dire nos propres créations dans le monde astral, et les choses ou entités réelles qui sont dans le lieu où nous sommes en voyage astral? Alors, j'avais déjà répondu à cette question dans la vidéo, il me semble, où je parle des différences entre le rêve lucide et le voyage astral. Et ce que j'avais dit, c'est que les projections mentales peuvent plus ou moins facilement être modifiées, car elles sont le fruit de notre création. Alors pour cela, bien sûr, il faut avoir conscience de ces mêmes projections. En revanche, les choses et les entités ne sont pas sous notre contrôle, car ils ne font pas partie de notre création. Nous les affronterons donc comme nous affrontons les personnes et les événements ici dans la vie sur Terre. Donc par exemple, si vous faites attaquer par une entité, vous ne pourrez pas la transformer en statue de sel, par exemple, mais ce que vous pourrez faire est de matérialiser une arme pour vous défendre. Donc l'arme est une création, une projection de votre mental, alors que l'entité, non. Tenez compte que certaines de nos créations sont extrêmement puissantes et difficilement contrôlables, et donc arriver à les différencier des autres éléments devient extrêmement difficile. Alors ensuite, la deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il existe une ou plusieurs techniques pour dissoudre nos créations, pour ne laisser que les choses ou entités véritables qui interagissent avec nous lors d'une sortie astrale? Alors tout dépend de la force, de la puissance de nos créations mentales. Alors prenons un exemple. Imaginons que vous avez peur des chiens. Parce que dans votre petite enfance, vous avez été attaqué par le chien de vos voisins. Donc rien que le fait d'y penser vous replonge dans un état d'angoisse et de peur, ici, lorsque vous êtes éveillé. Donc cette angoisse se manifeste sans même qu'il y ait besoin de la présence d'un chien. Donc imaginez par la suite que vous vous retrouvez en astral et se matérialise devant vous un chien qui est prêt à vous attaquer. Donc il est facile de comprendre dans ce cas-là que le chien qui se matérialise devant vous est une simple projection de votre part. Mais la peur et l'angoisse qui sont liées à cette projection vous empêcheront de l'affronter et donc de la dissoudre. Donc c'est pour cela que j'affirme que les projections astrales qui ont une très grande énergie que nous mettons, c'est nous qui les nourrissons, sont difficilement contrôlables, car les émotions auxquelles elles sont liées n'ont pas été assez redimensionnées pour pouvoir les affronter. Donc à partir de là, la seule chose qui selon moi fonctionne de manière assez relative, puisque nous sommes conscients d'être en astral,
et de se convaincre que ce qui est en face de nous n'est pas réel. Pendant que nous affrontons cette situation, continuer de se dire que ce n'est pas réel, que c'est le fruit de mon imagination, que même si ce chien m'attaque, je ne peux pas mourir, qu'il ne peut rien m'arriver de grave, parce que ce n'est pas la réalité, que mon corps est sain et sauf au chaud dans mon lit, et se dire surtout que je peux le rejoindre à n'importe quel moment. À partir de là, la situation prendra tout de suite une dimension moins dramatique et nous pourrons affronter l'événement de manière beaucoup plus sereine et la dissoudre si c'est notre création. Et j'ajouterai même que grâce à cette expérience en astral, je pourrai ensuite réussir à affronter cette peur de manière plus consciente et accélérer le processus de guérison de ma phobie, par exemple. Le voyage astral et les rêves sont d'excellents moyens, d'excellents systèmes, de très grandes opportunités pour travailler sur nos problématiques enfouies en nous et inconscientes, pour pouvoir y travailler de manière rapide et efficace. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Si en revanche ce n'est pas le cas, je t'invite à me le signaler dans les commentaires et j'essaierai de corriger ma réponse ou d'apporter d'autres éléments dans la prochaine vidéo. Alors voyons ensuite une autre question qui m'a été une fois encore écrite sous la vidéo. Je réponds à vos questions numéro 1 et une fois encore c'est Cédric qui me l'a posée. Donc pour un petit rappel, Cédric c'est la personne qui m'avait inspiré la première vidéo parce qu'il m'avait posé plein de questions. Alors comme d'habitude il ne m'en a pas posé qu'une mais bien 6, ok. Donc comme ça fait beaucoup pour une seule personne, je vais déjà essayer de répondre aux 3 premières et les 3 suivantes je les ferai dans la prochaine vidéo. Donc la première question de Cédric est la suivante. Question philosophique. Est-ce que coucher avec un partenaire en astral est considéré comme tromper son partenaire terrestre? Alors on tourne toujours autour du même thème avec Cédric et d'ailleurs à la fin il précise, à la fin de sa question il précise je tiens à préciser que je ne fais pas de fixation sur les sexes en astral comme certains pourraient le croire. Non, ça ne nous est pas du tout venu à l'esprit, rassure-toi. Alors sincèrement je pense que c'est très relatif et que les réponses données restent subjectives et personnelles. C'est comme la question de lorsqu'on est en couple, le fait d'embrasser quelqu'un d'autre peut être considéré comme tromper son partenaire ou non. Alors quelqu'un vous dira que oui et quelqu'un vous dira non. Donc si vous considérez que les voyages astraux ce sont des expériences réelles et donc faites avec conscience, comme ce que vous faites dans la vie de tous les jours, normalement, et que si une situation de ce genre arrive dans votre vie normale avec votre partenaire, vous la considérez comme une trahison, alors je pense que cette même option peut être appliquée au voyage astral. Mais en revanche, si comme moi, et je vais répondre à la question de manière personnelle, de mon point de vue, parce que je pense que c'est ce qu'attend Cédric. Donc si comme moi, la personne n'est pas du tout jalouse et a une considération de l'amour humain, disons, au-delà de la classique conception, possession, exclusivité, je dirais que pour ma part, le mot trahison n'a pas à s'appliquer à ce genre d'expérience en astral, vu qu'il ne s'applique pas non plus dans ma réalité humaine. Donc, à ce moment-là, je retourne la question à toi, Cédric. Toi, tu te sentirais trahi dans ce genre de situation? Ensuite, la deuxième question est la suivante. Également, lors de tes sorties astrales,
pourquoi ne pas ramener des idées vues sur les autres mondes pour les concevoir sur Terre? Quand je parle d'idées, ce n'est pas forcément ramener une technologie extraterrestre ultra complexe à comprendre pour voyager à l'autre bout de la galaxie, mais peut-être des choses plus simples à mettre en œuvre, comme par exemple une plante dont on soupçonne l'intérêt et qui permettrait de guérir certaines maladies incurables ou créer des matériaux à partir de végétaux aux caractéristiques révolutionnaires. Alors ma réponse est assez simple à ce sujet. C'est ce qu'on fait et continue à faire des milliers de voyageurs astraux à travers les siècles. Donc par exemple, c'est ce que faisait Edison, il me semble, ou Tesla. Donc j'avais lu quelque part, il y a quelque temps de ça, que le premier utilisait une technique pour aller en astral et prendre des idées qui pouvaient l'aider dans ses recherches. Donc pour résumer un petit peu, l'après-midi, il se mettait assis dans son canapé pour se reposer en tenant une balle, une petite balle dans la main, et parce qu'en fait il avait compris que à travers le sommeil léger, il arrivait à aller en astral. Donc lui, il ne l'a jamais appelé voyage astral, mais bon, en lisant un petit peu entre les lignes de ce qu'il a raconté, on devine assez facilement qu'il faisait des sorties de corps. Donc le système qu'il avait mis en place, après l'avoir compris tout seul, était que dès qu'il s'endormait, les muscles de sa main se relâchaient, ce qui faisait lâcher la balle qui tombait par terre, et le bruit émis par la chute de cette même balle le réveillait. Donc il sortait donc de ce début de sommeil où les rêves sont très fréquents, avec toute la mémoire de cette même rêve et très souvent accompagné de la solution aux problématiques qu'il pouvait rencontrer lors de ses expérimentations et la création de ses inventions. Donc on pourrait affirmer que lui prenait ses inventions dans l'astral, disons. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que beaucoup de ces inventions ont été inspirées par les informations qu'il ramenait de ces espèces de mini voyages astraux. Mais pour revenir à la question, le problème c'est que très souvent les idées, les technologies, les systèmes économiques et sociaux de ces autres mondes sont beaucoup trop en avance par rapport à notre civilisation. Et donc il est très difficile de les mettre en place dans un laps de temps court. Et quand je dis court, je parle d'un laps de temps d'une vie humaine, donc 80-100 ans. Et ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle par rapport à la temporalité de l'application de ces mêmes modèles est qui les rapporte. Donc si moi, je vous dis que j'ai vu des mondes où le système monétaire, par exemple, est inexistant, il a été aboli, et sur ce fait, la science, la médecine, la culture, l'art, tout ce que vous voulez, n'importe quelle matière, n'importe quelle structure de connaissance a fait un gigantesque bond en avant lorsque ce même système monétaire ou son équivalence a été aboli dans ces mondes. Parce que l'on doit reconnaître que le majeur obstacle de l'avancée des recherches, des connaissances et de la condivision des connaissances est malheureusement notre système monétaire. Mais si moi, Gwenaëlle, je commence à raconter de ces systèmes, moi qui n'ai aucune référence académique, qui n'ai aucune référence intellectuelle, je n'ai pas de petit papier qui dit que j'ai étudié telle ou telle matière de manière académique, parce que le fait de lire des livres par moi-même ne me rend pas compétente, voilà. Quelle crédibilité je peux avoir aux yeux d'un monde, je tiens à dire heureusement sceptique, où seules les choses matérielles ont une crédibilité et qui sont retenues vraies. Troisièmement, le fait de voir une civilisation qui fonctionne parfaitement de cette manière
ne me permet pas de savoir comment cette même civilisation est passée d'un système à un autre. Alors pour certains, j'ai eu une vague idée qu'une révolution planétaire a eu lieu à un certain moment, mais je n'en connais pas ni les modalités, ni les souffrances à travers lesquelles cette même population a dû passer, mais surtout, je ne connais pas l'arc temporel qui était nécessaire pour arriver à ce stade de civilisation que j'ai pu observer. Peut-être qu'ils ont mis des centaines ou des milliers d'années pour sortir d'un système archaïque, pour faire comprendre que le système dans lequel ils vivaient, celui qui était considéré comme normal aux yeux de tous, était un système justement archaïque et qu'il pouvait exister un autre système aussi valable, sinon plus, que le modèle ancré dans les mœurs depuis des milliers d'années. Et même si je comprends les propriétés d'une plante qui existe sur Terre pour guérir par exemple du cancer, vous pensez vraiment que moi, avec ma petite plante, je vais pouvoir aller voir un médecin ou un laboratoire en leur expliquant que cette plante a des propriétés pour guérir le cancer, voilà justement l'exemple de maladie que j'ai pris. Alors premièrement, je pense qu'ils me regarderaient de la tête aux pieds en me demandant mes belles références au niveau scientifique. Et deuxièmement, peut-être que les propriétés de cette plante ne sont pas encore observables à travers la technologie humaine actuelle. Peut-être que pour voir les propriétés que je déclare avoir cette plante, il sera nécessaire d'avoir par exemple un microscope qui ne sera inventé que dans 50 ans. Et sincèrement, pour ma part, je suis suffisamment gâtée d'insultes et de mépris juste en déclarant de faire des voyages astro. Donc je n'ai pas forcément besoin d'en rajouter une couche. Un autre point qui est extrêmement important, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, est que tous les voyageurs astro ne sont pas appelés à faire la même chose. Moi, personnellement, je suis appelée exclusivement, jusqu'à maintenant, à observer et à récolter les informations du bas astral pour les passer à un niveau supérieur. Donc quand je parle du niveau supérieur, je parle du niveau au-dessus de celui de l'être humain au niveau de conscience. Donc je suis juste un pont qui se trouve au milieu entre le bas et le haut. Tout le reste est seulement quelque chose en plus qui n'est pas de ma compétence par rapport à ce que je suis amenée à faire ici. Qui est ici pour communiquer d'autres modèles de civilisation, des inventions, aura construit dans sa vie humaine des références qui lui permettront d'avoir un certain poids par rapport aux autres, aux yeux des autres personnes. Rappelez-vous qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas être partout. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester sur ce pourquoi on est ici et éviter de dépenser inutilement de l'énergie sur ce qui est en dehors de nos compétences. Alors, je peux collaborer avec des personnes qui ont ces mêmes compétences, mais qui ont aussi cette ouverture d'esprit sur le monde de l'invisible, comme il m'est déjà arrivé dans le passé, car souvent il m'arrive de recevoir des choses qui, pour moi, sont, comment dire, intellectuellement difficiles à transmettre, parce que je n'ai pas le langage académique pour pouvoir transmettre ce qui m'arrive. Donc pour passer un concept qui, si j'avais le vocabulaire adapté, il me suffirait de 30 secondes pour l'expliquer, mais n'ayant pas justement ce vocabulaire, il me faut 1 heure, 2 heures pour expliquer un concept. Quand je reçois une illumination, j'en comprends son sens profond, mais il est difficile pour moi de le traduire avec les paroles. Alors j'aime beaucoup faire l'exemple de dire que c'est comme si on vous demandait d'expliquer ce qu'est la télévision à un homme préhistorique. Donc ce n'est pas le simple fait
de dire que c'est une boîte en métal. Alors déjà, il faudrait lui expliquer ce que c'est du métal, mais il faudrait aussi inclure dans l'explication ce que sont les acteurs, ce qu'est l'électricité, etc., etc. Donc ça devient un travail vraiment, pour moi, trop laborieux. Mais il m'est déjà arrivé de trouver des personnes à laquelle j'ai essayé d'exposer ce que j'avais reçu et de provoquer en eux, selon eux, une compréhension plus profonde d'une intuition qu'ils avaient déjà eue. Et disons que là aussi, mon intervention les a aidés à faire le saut en avant, un petit saut en avant, qui leur manquait pour élaborer un concept concret. Mais mon intervention s'arrête absolument ici. Ok, j'espère avoir répondu à la deuxième question. Donc passons à la troisième qui est toujours de Cédric. Alors, est-ce que nos incarnations se font forcément sur Terre avec des humains? Ou bien pouvons-nous nous réincarner dans une civilisation extraterrestre ultra avancée qui voyage à travers l'univers juste parce qu'on a une âme d'explorateur? Alors ma réponse est oui, absolument. Alors à travers l'univers, il existe des milliers d'endroits, des milliards d'endroits où s'incarner, que ce soit à notre niveau de matérialisation, je dirais, comme à des vibrations plus élevées ou plus basses par rapport à la nôtre, ou disons à des niveaux de densité majeure ou de densité mineure par rapport à la nôtre. C'est peut-être plus juste de dire ça. Mais tout dépend, comme d'habitude, de nos besoins anémiques. Si, comme j'ai besoin d'une certaine expérience qui peut être expérimentée seulement sur, imaginons, Mars, j'irai m'incarner dans la civilisation qui se trouve sur Mars. En me raccrochant à cette question, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, pour dire que l'on dit souvent qu'il faut sauver la planète. Mais alors, je tiens à préciser que nous n'avons pas besoin de sauver la planète, parce que la planète se sauve très bien toute seule, elle n'a pas du tout besoin de nous. En revanche, c'est l'être humain qu'il faut sauver, parce que le corps humain nous permet de faire des expériences qui ne peuvent pas être faites dans d'autres systèmes. Donc si l'être humain vient à disparaître, cela pourrait créer quelques problèmes au niveau des expériences animiques. Donc sauver la planète devrait plutôt être traduite comme qu'il faut sauver l'habitat de l'être humain. Parce que si nous faisons par exemple exploser des bombes nucléaires, éliminant par conséquence n'importe quelle espèce vivante sur la planète en elle-même continuera d'exister. Elle mettra des milliards et des milliards d'années, comme elle a déjà fait auparavant, à retourner à un état, disons, stable pour accueillir la vie, mais la planète continuera à exister. Mais pour revenir à la question, dans l'incarnation, comme dans les voyages astraux, l'âme s'incarne dans un corps qui lui est compatible énergétiquement. Donc, si vous avez encore pas mal de progrès à faire en ce qui concerne le pardon, la colère, la peur, il sera assez difficile d'accéder à l'incarnation à l'intérieur d'une civilisation de conscience supérieure. C'est comme si vous étiez à l'école maternelle et que vous prétendiez au mois de septembre de rentrer à l'université. Alors ils ne vous feront même pas franchir le pas de la porte. Mais vous pouvez vous incarner dans un système équivalent à celui du système terrestre, dans un autre endroit de l'univers sans aucun problème. Donc je m'arrête ici avec tes questions Cédric, j'en ai fait que la moitié, mais les autres, donc comme je l'ai dit, je les ferai dans la prochaine vidéo. Je voulais en affronter une dernière qui m'a été posée par Alice Scher, j'espère que je l'ai bien prononcé, sous la vidéo du voyage astral numéro 3, qui s'appelle Qu'est-ce que l'enfer, le bas astral et pourquoi on y finit. Alors la question est la suivante. Je me pose une question au sujet des bulles co-créées.
à supposer qu'une religion dise à ses fidèles, qu'une fois morts, leur âme et leur corps s'endorment jusqu'au retour du Christ. Est-ce que ces âmes s'endormeraient éternellement? Et si c'est le cas, nourrissent-elles des êtres éternellement? Et est-ce possible de réveiller une telle âme? Alors, il me semble d'avoir déjà affronté ce thème dans une des vidéos précédentes, mais sincèrement, je ne me rappelle pas laquelle. Et j'avais répondu de manière absolument affirmative à ce qui est un très grand problème. Alors, il m'est déjà moi-même arrivé de trouver des dimensions, une en particulier, dont je me rappelle très bien, où toutes les âmes qui s'y trouvaient étaient allongées dans la pénombre depuis, selon ma propre perception temporelle, plusieurs siècles humains, parce que justement, quelqu'un leur avait dit que lorsqu'ils seraient morts, ils se seraient retrouvés dans une espèce de purgatoire, parce que personne, bien sûr, ne meurt sans péché, et que seul le Christ les aurait délivrés de ce lieu. Mais que si un être lumineux s'était présenté à eux, ils auraient dû refuser catégoriquement de le suivre parce que ça aurait été le diable. Donc vous imaginez bien que si un être de vibration plus élevée veut aller aider ces êtres à sortir de cette dimension, étant de vibration plus élevée, elle apparaîtra beaucoup plus lumineuse par rapport aux personnes qui se trouvent dans cette dimension. Et elle sera donc confondue avec un hypothétique diable. Donc il est impossible pour ces êtres supérieurs d'aider ces mêmes âmes à en sortir. Alors ça a déjà été fait. Moi-même, j'ai essayé de le faire. C'était un espèce de test, voilà, pour voir ce que j'arrive à faire. Mais sincèrement, c'est peine perdue. Quand une idée, une conception, un dogme, une idéologie est profondément ancrée, il est extrêmement difficile, je dirais même impossible, de la modifier. Et c'est aussi pour ça que l'expérience humaine est extrêmement importante. Alors je le répète une fois encore, sur Terre, les choses peuvent être continuellement modifiées. Que ce soit nos idées, nos idéologies, etc., etc. Car la réalité qui nous entoure est en constante évolution. Alors que dans ces dimensions de basse fréquence, comme de haute fréquence, comme je l'avais déjà dit, non, la réalité est statique. En ce qui concerne la question sur le fait que ces âmes servent de nourriture à d'autres êtres, la réponse est oui, car ces âmes inertes génèrent de l'énergie. Et si ces énergies sont la nourriture d'un certain type d'êtres, d'autres êtres, pourquoi elles devraient se priver de cette occasion d'un garde-manger pratiquement intarissable? Personnellement, dans cette dynamique, sincèrement, je n'y vois rien de bizarre, rien d'horrible ou dramatique, comme on peut l'entendre, ou ce que vous voulez. J'y vois juste une conséquence logique. Si nous, ici, sur Terre, nous nous nourrissons de plantes et d'animaux, et qu'il existe des supermarchés où nous trouvons ce genre de nourriture qui nous permet de vivre, nous ne passerons certainement pas devant en refusant d'y entrer, parce que nous considérons que les plantes et les animaux sont des êtres vivants comme nous, et que donc nous n'avons pas le droit de nous en nourrir. Ces âmes inertes, pour ces êtres, sont comme des plantes ou des animaux pour nous, de la simple nourriture. Ok, alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que j'ai dépassé les 10 minutes de vidéo que j'avais programmé de faire initialement. Voilà, j'ai même dépassé 20 minutes, donc voilà, c'est pas grave. De toute façon, me connaissant, c'était assez logique que ça finisse comme ça. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin, encore une fois. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ce canal et que les vidéos que vous y trouvez vous intéressent, vu que je ne publie une vidéo que tous les 15 jours,
pour être informé des nouvelles publications, il vous suffit de cliquer sur, je la mets ici, la petite cloche, d'abord de cliquer sur s'abonner et ensuite la petite cloche qui se trouve à côté pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos dès qu'elles seront publiées. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours pour la suite de cette vidéo où je vais continuer à répondre aux questions que vous m'avez écrites dans les commentaires des vidéos précédentes ou que vous m'avez envoyé en privé sur la page de Facebook et Instagram. Ciao!